Respect du délai constitutionnel en rapport avec le dépôt du projet de budget 2023. Le gouvernement Samalou Condé accélère les travaux. Le 30 août dernier, une importante réunion interministérielle a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Et puis, après avoir quitté le port ukrainien de Pivdeni le 18 août dernier avec à son bord 23 000 tonnes de blé ukrainien, le navire Brave Commander est arrivé au port de Djibouti et ses céréales seront acheminées en Éthiopie. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces journaux de l'économie et merci d'avoir choisi Géopolis TV pour vous informer. Des loisirs à une véritable industrie. Plus de 100 délégués participent aux états généraux des sports à Mbouela Lodge à Kisantu, dans la province du Congo central. Ces assises, organisées par le ministère des Sports, ont entre autres le défi de faire passer le statut du loisir à celui de véritables industries capables de générer les ressources financières. Patrick Longa et Orman Monsanto. 6 jours pour repenser la pratique du sport en République démocratique du Congo, la centaine de délégués réunis en Mbouela Lodge a la lourde tâche de formuler des résolutions qui vont faire avancer le sport au Congo. Les experts, les décideurs, les athlètes et autres représentants des sportifs répartis en 6 commissions doivent se pencher sur la problématique cruciale qui consiste à rendre plus professionnelle la pratique du sport en RDC. Pour les experts des différents domaines sportifs, rendre professionnel le sport au Congo, cela implique d'abord la formation, une formation des athlètes et des encadreurs qui doit être beaucoup plus structurée. Il y a aussi le défi de mettre en place des infrastructures dignes et à la hauteur de la République démocratique du Congo. Cette obligation est à la base même du changement dans la pratique du sport. Une attention particulière doit être mise sur les athlètes et leurs encadreurs. Tous devraient être recrutés sur base d'un contrat d'objectifs. Le dernier défi est celui de faire passer le sport au Congo du statut de loisir à celui de véritable industrie, capable de générer des ressources financières. De réflexions devraient être menées pour que la gouvernance du sport soit recentrée sur les opérateurs économiques, privés, qui s'occuperaient du financement en vue de faire des bénéfices autour du sport. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient au respect du délai constitutionnel en rapport avec le dépôt du projet de budget 2023 au Parlement et c'est là, conformément aux instructions du président de la République Félix Tshisekedi. Une importante réunion interministérielle irrélative a été tenue autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé le 30 août dernier à la primature. Fiston Oleko et Théodore Ngandou. Seconde session parlementaire de 2022 s'ouvre ce 15 septembre prochain. Elle est essentiellement budgétaire. En clair, la question qui sera traitée en priorité, c'est celle liée au budget de l'État pour l'exercice 2023. Pour ce faire, les travaux de l'élaboration de cette loi des finances sont en cours et le gouvernement tient à la déposer dans le délai constitutionnel à l'Assemblée nationale, comme cela a été le cas pour le budget de 2022. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion interministérielle qui a réuni toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet de budget. Vous avez suivi qu'il y a eu quelques jours sur les auspices du ministre d'État, la réunion, la conférence budgétaire où tous les ministres ont envoyé leurs prévisions. Les services du ministère du budget ont le temps de réagir et qui ont permis au ministre d'établir un certain nombre de documents dont il vous parlera, qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive parce qu'il y aura une réunion qui suivra jeudi pour adopter, puis il y aura un conseil de ministres qui permettra d'adopter les budgets qui sera quelques jours après déposé à l'Assemblée nationale. Voilà l'esprit de la réunion. Ministre d'État en charge du budget, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la loi sera déposée le 15 septembre à la Chambre basse du Parlement. Je suis certain, avec l'accompagnement des collègues ministres des différents secteurs, qui ont déjà commencé à apporter des améliorations aux chiffres que nous venons de proposer aujourd'hui, qu'à la date du 15, effectivement, le Premier ministre sera au rendez-vous avec l'Assemblée nationale pour le dépôt de ce projet de loi de finances. Aucun chiffre n'a été donné concernant ce budget de 2023. Dans ce 15 jours qui restent, une autre réunion sera tenue le jeudi prochain, a dit le porte-parole du gouvernement, qui sera axée sur la même question. Cela avant que le projet fasse l'objet d'un débat et approbation au Conseil des ministres dans les jours qui viennent.
La Cour internationale de justice a condamné le pays de Yoweri Museveni, l'Ouganda, à verser 325 millions de dollars américains le 9 février 2022 à la RDC en guise de dommages pour l'invasion de l'armée ougandaise au Congo lors de la guerre entre 1998 et 2003. La date retenue pour le paiement de cette somme est le 1er septembre 2022. Quel avenir pour ces contentieux qui arrivent au moment où les deux pays en conflit raffermissent leur lien de coopération? Suivez ces commentaires de la rédaction. De la décision de la Cour internationale de justice devrait se payer en 5 tranches, soit 65 millions de dollars américains à payer chaque 1er septembre à compter du 1er septembre de 2022. L'arrêt de la Cour internationale de justice était assorti d'une menace à l'encontre de l'Ouganda qui, en cas de retard, des intérêts moratoires au taux annuel de 6% couraient sur toute la somme due et non acquittée à compter du jour suivant où celle-ci aurait dû être réglée. Donc la menace prend effet à partir du 2 septembre, mais bien avant cette date, l'Ouganda avait déjà protesté contre l'arrêt de la Cour internationale de justice, le jugeant ainsi d'injuste et erroné. Kampala n'était donc pas disposé à s'acquitter de cette pénalité, alors que la République démocratique du Congo avait même exigé 11 milliards de dollars. L'Ouganda regrette que cette décision intervienne à un moment où les deux pays, RDC et Ouganda, continuent à renforcer leurs relations, avait déclaré le général Gégé Odongo, ministre ougandais des Affaires étrangères. Au regard des regrets émis par le pays de Museveni, la question reste de savoir si les autorités des deux pays ont trouvé une autre manière de régler l'affaire. Sauf que les dossiers n'engagent plus seulement l'Ouganda et la RDC. La CIG, qui est l'organe suprême de justice des Nations Unies, est impliquée et plus grave encore, les 15 000 victimes, chiffre estimé par la CIG, sont aussi engagées dans le contentieux. C'est d'ailleurs les familles de ces victimes qui sont censées bénéficier d'une grande partie de cette somme. Certes, il ne s'agit pas de reprendre les attitudes belliqueuses entre les deux pays unis dans le combat contre un ennemi commun, mais comment solder le compte, régler le contentieux sans toucher à la plaie de la vérité? La question mérite d'être posée. Rappelons d'ailleurs qu'à la fin du mois de mai 2021, 2 accords avaient été signés entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour la construction de 3 axes routiers. Ces accords portaient sur la construction des routes pour une bonne liaison entre les deux pays. Les axes concernés étaient Kasindi-Beni 80 km, Beni-Butembo 54 km, Bunagana-Rutshuru et Goma 89 km. Le coût global du projet était estimé à 334,5 millions de dollars américains, presque la même somme que la Cour internationale de justice exige à Ouganda de payer à la RDC comme par hasard. Le gouvernement congolais vient de mettre en place un système intégré de gestion de marchés publics, un logiciel qui va permettre au gouvernement de renforcer la transparence dans la gestion de marchés publics en République démocratique du Congo et la production automatique de statistiques. Patience Lokeke, Orman Monsanto. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé le lundi dernier le système intégré de gestion de marchés publics, SIGMAP. Entendu comme une plateforme informatique de gestion transparente de marchés publics qui poursuit un double objectif, entre autres, renforcer la transparence dans la gestion de marchés publics en RDC, aussi générer les économies substantielles pour le caisse de l'État. Selon le ministre du Budget, le SIGMAP va aussi offrir la possibilité d'automatiser l'ensemble des procédures en réduisant les délais de traitement des dossiers et en assurant leur traçabilité, ainsi que la production automatique des statistiques. La passation de marchés publics étant un domaine qui comporte de risques élevés de la corruption, la mise en place des SIGMAP va aider la RDC à faire un pas de plus dans la marche vers le renforcement de la responsabilité, l'intégrité et la transparence de la commande publique. Signalons que la mise en place des SIGMAP est l'un des objectifs que la RDC s'est assigné en matière de finances publiques ainsi que les réformes clés qu'elle entend mener dans le 7 prochaines années. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre le journal de l'économie. Place à présent à la page internationale. Enfin, le navire Brave Commander est arrivé au port de Djibouti avec à son bord 23 000 tonnes de blé ukrainien, a annoncé Mike Dunford, le directeur régional du programme alimentaire mondial, qui indique tout de même que le céréales seront acheminées en Éthiopie. Suivez Africa News.
Ce navire, brave commandeur, avait quitté le port ukrainien de Pivdeni le 16 août avec à son bord 23 000 tonnes de blé selon l'ONU. Il est arrivé ce mardi au port de Djibouti et les céréales seront acheminées en Éthiopie, a annoncé le directeur régional du Programme alimentaire mondial. En effet, en plus de la crise humanitaire, conséquence des affrontements entre les rebelles du TPLF et les forces fédérales, le sud et le sud-est du pays font face à la sécheresse. La nourriture contenue dans le Brave Commandeur permettra de nourrir 1,5 million de personnes pendant un mois en Éthiopie. Cela a donc un impact très important pour ces personnes qui n'ont actuellement rien et maintenant le PAM sera en mesure de subvenir à leurs besoins. L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales dont les cours ont flambé après le début de la guerre. L'ouverture d'un corridor d'exportation en mer Noire a permis d'enrayer cette hausse. Nous avons déjà constaté une réduction de 15% des prix du blé au niveau mondial depuis le début de cette initiative. Ce que nous voulons actuellement, c'est que la nourriture circule davantage. Nous avons besoin, du point de vue du PAM, de millions de tonnes dans cette région. Rien qu'en Éthiopie, les 3/4 de tout ce que nous avions l'habitude de distribuer provenaient d'Ukraine et de Russie. Selon le PAM, 22 millions de personnes sont menacées de famine à travers la région, notamment en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. D'après le Joint Coordination Center, qui supervise le couloir maritime de la mer Noire permettant les exportations de céréales depuis les ports d'Ukraine, plus de 721 000 tonnes sont déjà sorties du pays par la mer. Quittons l'Afrique pour le continent d'Asie où la Chine a fait depuis 2012 de contributions très significatives à la mondialisation, beaucoup déclarant que cela a apporté des opportunités immenses au monde. Dans cet épisode de Décoder la dernière décennie chinoise, nous regardons la façon dont la Chine a établi des liens plus étroits avec le monde au cours de 10 dernières années. Suivez cet élément de nos confrères de CGNT. Un navire cargo quitte le port de Guangzhou équipé de capteurs GPS alors qu'il part pour une traversée dans l'océan. Au cours des 10 dernières années, la Chine a construit le plus grand réseau de transport par mer au monde, atteignant des ports dans plus de 100 pays et régions. Au cours de la même période, l'Eurasie a vu une explosion des articles entrant et sortant de Chine. On compte 900 fois plus de trains de fret Chine-Europe depuis le lancement du service de fret ferroviaire en 2011. Et désormais, une moyenne de 42 trains voyagent entre la Chine et plus de 190 villes européennes chaque jour. L'une d'entre elles est Duisbourg, une base industrielle traditionnelle de l'Allemagne. La ville a depuis longtemps tenté de miser sur les changements économiques avant que les opportunités ne se présentent via le trafic ferroviaire. Je travaille ici depuis septembre 2019. Désormais, je peux voir une grande différence dans la charge de travail. Des articles industriels aux grosses machines, vous pouvez trouver ici toutes sortes de choses. J'ai 55 ans. C'est rare pour les gens comme moi en Allemagne de trouver un contrat à cet âge. Et depuis chaque mois de septembre, de nombreux produits arrivent en Chine. Le pain italien, le café du Vanuatu et le miel de Nouvelle-Zélande ont débuté leur voyage par les airs, la mer ou par voie terrestre avec la même destination, Shanghai. Le commerce de marchandises de la Chine a augmenté de 14,7 000 milliards de yuan au cours des 10 dernières années. Sa part sur le marché mondial est passée à 13,5%, faisant de la Chine un lien essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Plus de 70 millions de yuan de marchandises voyagent entre la Chine et le reste du monde à chaque minute. Je pense qu'alors que nous développons nos activités en Chine, nous avons de grandes opportunités sur ce marché. Il y a 10 ans, il n'y avait qu'une seule zone de libre-échange dans le pays. Aujourd'hui, on en compte 21. Ces zones représentent plus de 17% du commerce d'import-export du pays et ont reçu plus de 18% de l'investissement étranger en Chine. Le rapport annuel de la Banque mondiale Doing Business indique que l'environnement commercial de la Chine est passé de la 90e place en 2015 à la 31e en 2020. Le rapport qualifie ce classement plus élevé comme une amélioration sans précédent. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Respect du délai constitutionnel en rapport avec le dépôt du projet de budget 2023. Le gouvernement Sama Lukonde accélère les travaux et le mardi 30 août dernier, une importante réunion interministérielle a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis, après avoir quitté le port ukrainien de Pivdeni le 16 août dernier avec à son bord 23 000 tonnes de blé ukrainien, le navire Brave Commandeur est arrivé au port de Djibouti et ses céréales seront acheminées en Éthiopie. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ces journaux. Merci.
Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue sur www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. Si vous avez aimé ce journal, un grand merci à l'équipe technique, Giscard Ntamba, Noël Tunda et John Gando.